Je sais pas exactement comment je vais nommer cette vidéo YouTube, mais ce sera sans doute un truc du style j'ai monté ma boîte, j'ai échoué et je suis endettée et on va parler de ça. Comme tout le monde dans la globalité, ce n'est jamais évident de faire face à un échec. Mais pour moi, ça a été encore plus compliqué quand je me suis dit que cet échec, je ne le vivrais pas seule, mais devant des milliers de personnes sur YouTube. Ça fait maintenant bientôt 1 an que je suis dans une des situations les plus drainantes émotionnellement et financièrement qui m'a été donnée d'expérimenter dans ma vie, car j'ai ouvert une société, je me suis plantée et aujourd'hui j'essaie de remonter la pente. Pour cette vidéo, Propulse m'a contactée afin de parler de cette situation en toute transparence, comment j'ai fait les mauvais choix, où j'en suis à l'heure actuelle, quels sont mes projets et surtout tout ce que j'ai appris dans le but de pouvoir vous aider, car je pense que cette vidéo, j'aurais voulu tomber dessus il y a 2 ans. Propulse, je vous en parlerai un petit peu plus tard, c'est le compte pro 100% en ligne du Crédit Agricole qui est fait pour les indépendants afin de nous accompagner au mieux dans nos situations, que ce soit par des outils ou des conseillers. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais vous pouvez profiter d'1 mois offert en barre d'infos. Je voulais aussi vous dire que je suis contente d'avoir des partenaires car c'est grâce à eux que cette chaîne YouTube peut vivre. Je vous conseille du coup de vous poser. La vidéo va être sans doute très dense en informations. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter mon plus grand échec de ma vingtaine, la plus grande bêtise que j'ai pu faire, à savoir ouvrir une boîte. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, il faut savoir que depuis 2018, je documente ma vie en tant que freelance sur cette chaîne. La base de ces vidéos était de venir aider les gens qui se lançaient et qui avaient besoin de conseils. Il y a 6 ans, il y avait très peu de ressources et je me suis dit qu'en partageant mon parcours, mes erreurs, mes doutes et mes réussites, on pouvait s'entraider entre nous. Et en 2021, après 5 ans en tant qu'auto-entrepreneur, je décide de créer une société. Je n'ai à ce moment-là pas dépassé le seuil de la micro et je vais réaliser très vite que je vais avoir très peu de dépenses pro obligatoires pour mon activité, mais je me lance quand même. Une des raisons qui a motivé ce choix à vouloir venir créer une société, c'est très certainement le fait que j'avais très peu confiance en moi. Il y a un truc très satisfaisant dans le fait de devenir gérante de société. C'est comme si d'un coup tu passes un level au-dessus dans le jeu de l'entrepreneuriat. J'aimais bien que les gens se questionnent sur ce statut. En se disant par exemple, tiens, Luisa a donc dépassé 77 000 € de chiffre d'affaires pour créer sa boîte, ça signifie qu'elle doit bien gagner sa vie, ou bien elle doit sans doute avoir beaucoup de charges pour être en société, comme si inconsciemment, après des années à devoir sans cesse brader mon travail, j'allais enfin avoir cette reconnaissance qu'on ne nous donne pas à nous aux créatifs en France. Vous savez, ça fait des années qu'on me pose ces questions dès que je parle de mon métier. Lorsque je dis aux gens que je suis illustratrice et créatrice de contenu, on va toujours me dire « est en vie ». Je ne pense pas que cela touche tous les métiers en France, mais en tout cas, ça touche le mien et ça touche les nôtres. Et je me disais que lorsque tu es gérante de société, les gens doivent forcément se dire que ça fonctionne très bien. Sauf que vous vous en doutez bien, en France, on ne change pas de statut pour s'en sentir mieux dans sa peau. On change de statut pour des raisons d'optimisation, que ce soit au niveau de ses revenus, de ses charges, de son chiffre d'affaires. Ou si par exemple vous pensez à de l'embauche, mais on ne devient pas gérant de société du jour au lendemain parce qu'on se dit tiens, ça va être trop chouette sur mon CV. Et je pense que ça a été une des premières erreurs que j'ai pu faire. C'est vrai qu'en 2021, ça avait du sens pour moi de changer de statut. J'étais dans ma meilleure année au niveau de mon chiffre d'affaires. Je commençais à travailler avec mon agente, ce qui signifie que j'avais de plus en plus de missions d'influence. Donc, je rémunérais quelqu'un également sur ces missions. Ma boutique en ligne était à son pic. Mes réseaux aussi fonctionnaient super bien. Et ouais, je me disais, c'est cohérent. Let's go, on se lance dans cette aventure. Avant de continuer avec ce récit, je pense que c'est important de faire une petite parenthèse dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionnait ma rémunération pendant 5 ans en micro-entreprise et comment est-ce qu'elle a fonctionné au cours des 2 ans et demi dernières, des 2 dernières années et demie. Bref, comment est-ce que ça fonctionnait lorsque j'étais en URL afin que vous puissiez comprendre la suite. Je vais résumer de la façon la plus sommaire possible. Évidemment, si vous souhaitez monter une boîte, n'hésitez pas à venir vous renseigner par rapport à des questions d'optimisation fiscale, par rapport à des questions d'impôt sur la société, le fait de plutôt se verser des dividendes, le fait de se verser une rémunération. Bref, je ne parlerai pas de tout ça ici, je vais juste vous parler de ma situation, comment est-ce que ça a fonctionné. Et une fois de plus, je vais résumer de façon assez grossière. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails que les cotisations sociales sont prises sur le compte de la société, mais qu'on va payer des choses avec son compte perso. Bref, on essaie de faire de la façon la plus simple possible. Ça va être un maxi brouillon, désolé s'il y a des comptables qui passent par ici. Mais pour cette vidéo, c'est ce qui sera le plus simple. En clair, pendant 5 ans, j'étais en micro-entreprise et pendant ces 5 années, j'ai eu le versement forfaitaire libératoire, ce qui a fait que lorsque je gagne mon chiffre d'affaires, je paye des cotisations sociales. Généralement, ces cotisations sociales, elles vont être de 22%.
Mais elles peuvent changer selon ce que vous faites, si vous vendez des choses, si au contraire vous avez des prestations de services. Enfin bref, dites-vous que pour moi c'était 22%. Je payais cependant un pourcentage en plus qui me permettait de payer les impôts sur le revenu en avance, ce qui faisait qu'à la fin d'année, je n'avais pas d'impôt sur le revenu à payer. Lorsque je suis passée cependant en URL, il n'y a pas eu de question de dividende pour moi, il n'y a pas eu de question d'impôt sur la société. Je me suis tout simplement versé un salaire. Comment est-ce que ça fonctionne lorsqu'on veut se sortir un salaire de sa société en France? Eh ben, on paye 45% de charges. Admettons que je veuille me rémunérer 1000 € de salaire, eh ben, je dois payer 450 € à l'État. Voilà, c'est très grossier, mais grosso modo, c'est un truc comme ça. Et en plus de ça, vous avez les impôts sur le revenu à payer. Ce qui est assez avantageux effectivement dans ce type de statut, ça va être le fait de pouvoir faire passer des choses sur son compte pro. Comme ça, tu n'as pas besoin de le payer avec ton argent perso, ce qui fait que tu peux avoir un tout petit salaire. Sauf que moi, dans la globalité, ça n'a jamais été quelque chose qui a vraiment fonctionné. Alors certes, mon premier bilan était vraiment très positif parce que tu vois que je fais beaucoup d'achats, mais ce n'étaient pas des achats qui étaient obligatoires fondamentalement pour ma boîte. J'aurais pu très bien m'en passer, j'aurais pu très bien vivre mon année sans faire ces achats, sans faire ces déplacements. J'aurais pu continuer mon activité sans gros soucis. Donc forcément, vu que dans la globalité, j'avais pas des choses obligatoires à faire passer en frais pro, je me suis retrouvée avec un salaire, et j'ai appris ça par la suite, qui était un salaire qui était beaucoup trop élevé. Lorsque vous prenez ma rémunération sur 2 ans et demi et que vous la divisez par rapport au nombre de mois, eh ben, je me suis versé 1800 € et apparemment 1800 € c'est beaucoup trop élevé et effectivement ça a fait que je me suis retrouvée à payer beaucoup de cotisations, mais voilà grosso modo pour vous expliquer la situation et je reprends avec le petit storytelling. Pour reprendre la chronologie, je crée ma boîte en août 2021 et dans la globalité les choses se passent plutôt bien. Il faut savoir que j'ai décidé de devenir freelance en 2017. Et depuis 2017, chaque année était meilleure que l'autre. Et je pense qu'inconsciemment, je me suis un petit peu habituée à ça, en me disant que j'allais être sans cesse sur la même constance et que ça allait être logique pour moi que l'année suivante allait être meilleure, que la vie ne pouvait pas forcément vous surprendre, que si j'ai réussi à faire tant et tant de chiffre d'affaires cette année, l'année suivante je ferai le double. Et j'ai vraiment créé cette société dans cet état d'esprit. Sauf qu'en fait, je n'ai absolument pas imaginé que fin 2021, ma vie allait complètement changer. Je me sépare de mon ancien compagnon et en février 2022, je pars à Berlin. À ce moment-là, je ne sais pas si je vais rester y vivre. J'y suis juste partie pour un voyage et pour un petit peu me ressourcer. Sauf qu'au final, j'ai fini par rester dans la capitale allemande dans laquelle je vis depuis 2 ans et demi. Et à ce moment-là, déjà, j'aurais dû avoir la puce à l'oreille en me disant que ce n'était pas la structure adaptée pour vivre à l'étranger. Et au cours de la 2e année, j'ai dédomicilé mon entreprise d'Aquitaine à l'Alsace. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon dossier n'a pas vraiment été mis à jour par rapport à ça. Il y a eu un vrai manque d'informations, ce qui fait que j'ai pas été au courant des cotisations que je devais payer et que j'avais plus accès à mon compte. Enfin bref, il y a eu une sorte de micmac administratif. Mon cabinet comptable n'a pas pu m'aider par rapport à ça. Moi-même, c'était la première fois que j'avais une boîte, je savais pas ce qui se passait. Et au final, lorsque j'ai enfin eu accès à ce compte, j'ai découvert en fait que oui, effectivement, la première année, tu payes 2 fois des cotisations, une fois, et notamment des cotisations qui ont été mal calculées. Et en fait, du jour au lendemain, l'URSSAF m'a réclamé 32 000 €. Ouah, j'ai vraiment envie de rigoler parce que c'est pas du tout drôle, mais ouais, 32 000 € les gars. Donc la première partie qui a été demandée par l'URSSAF Aquitaine, malheureusement, j'ai pas pu échéancer parce que ça faisait trop longtemps qu'ils essayaient de me contacter. Waouh, il y a vraiment trop de soleil. Et du coup, j'ai pas pu échéancer, j'ai pas pu demander un échéancier et j'ai dû sortir en fait toute ma trésorerie. J'ai sorti toute ma trésorerie en août 2023 et à partir de ce moment-là, ça a été la descente aux enfers pour moi parce que j'ai jamais réussi à remonter la pente en fait. Et en fait, on a fini par mettre les 2 échéanciers ensemble et si tu divises 32 000 € par 24 mois, ça te fait plus de 1 000 € de charges à payer tous les mois. Évidemment, il y avait des charges qui étaient beaucoup trop importantes et je pensais que je pouvais demander un échéancier. J'ai envoyé 3 fois les documents qu'il fallait, 3 fois ça n'a jamais été pris en compte et au bout d'un moment, j'ai fini par me dire vas-y, je paye parce que j'ai envie d'être en règle. Qui a enregistré les revenus, mais moi je ne les visualise pas encore. Donc je ne sais pas si c'est un problème informatique ou si y a un souci avec. Donc par précaution, je vais quand même renvoyer un message au gestionnaire.
Enfin bref, au bout d'un moment, tu peux plus. Vraiment, tu peux plus. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais en fait, à un moment, la réalité a fini par me rattraper que, en fait, quand tu es dans la classe moyenne, parce que même si je gagne bien grâce à mon activité, je reste dans la classe moyenne. Et dans la classe moyenne, personne ne peut sortir 1400 € en fait. Donc ouais, très rapidement, malheureusement, j'ai plus réussi à m'en sortir. J'ai commencé à demander de l'argent en septembre à ma famille. Et à partir de là, ouais, c'était la descente aux enfers où ça a été demander de l'argent autour de moi, faire un crédit pour pouvoir m'en sortir. Et là, depuis début janvier, j'ai pas payé mon loyer. Donc ouais, vraiment toute cette aventure auto-entrepreneuriale est devenue un cauchemar. Mais ouais, aujourd'hui, avec du recul, je vois cette situation et pour moi, elle est complètement logique et j'ai vraiment une lecture, on va dire, entrepreneuriale sur la situation et je suis absolument pas étonnée de ce qui m'est arrivé. Mais c'est vrai que lorsque ça m'est arrivé, c'est vraiment le monde qui s'effondrait, mais j'avais pas du tout les connaissances. Donc forcément, mettez quelqu'un qui n'a pas des connaissances dans une boîte. Ouais, j'avais pas d'infos avec peut-être un manque d'informations constant. Oui, c'est complètement logique en fait que les choses se soient passées comme ça. Pour vous récapituler tout ce que je viens de dire, en clair, en août 2021, j'ouvre ma boîte et en février 2022, je décide de partir vivre à l'étranger. Mon chiffre d'affaires commence à baisser à partir de cette période. Je dédomicilie ma société d'ailleurs d'une région à une autre et je perds l'accès à mon compte pendant quasiment un an. Début 2023, je travaille assez peu pour des raisons personnelles. Mon chiffre d'affaires baisse et au printemps 2023, l'URSSAF me réclame 32 000 €. Je n'arrive pas à recalculer, je ne peux pas échéancer. Et d'ailleurs, je vais vider toute ma trésorerie pour en payer une partie. Septembre 2023, avec des mensualités de quasiment 1 500 € parce que je ne l'ai pas mentionné avant. Mais en plus de payer effectivement l'URSSAF, j'ai aussi eu les impôts prévisionnels à payer. J'arrive pas en fait à m'en sortir. Donc c'est à partir de ce moment-là que je commence à m'endetter pour pouvoir vivre. Et pareil, on aurait dû fermer à ce moment-là. Je comprends pas en fait pourquoi moi j'ai pas poussé ça auprès de mon cabinet comptable. Je comprends pas en fait. J'aurais dû vraiment en fait voir mon cabinet comptable et leur dire on ferme. J'ai commencé à mentionner effectivement le fait que je me suis endettée en perso. Je pense que ouais, ça aurait été un énorme red flag à ce moment-là pour tout le monde et qu'on aurait dû se dire en fait la boîte n'est pas du tout viable à ce moment-là. On avait refait aussi un point en milieu d'année où on s'est rendu compte que j'étais dans le négatif et ça n'a pas été fermé et je comprends pas en fait. Aujourd'hui avec du recul, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'on peut pas, j'en sais rien, est-ce qu'on peut pas fermer une boîte en milieu d'année ? Je suis pas comptable une fois de plus, mais oui, à ce moment-là, déjà, on aurait dû fermer en fait. Début 2024, du coup, je peux plus du tout m'en sortir. Je peux plus, par exemple, payer mon loyer, je peux plus payer mes courses. Et en février 2024, la décision de fermer la boîte est enfin prise, Dieu merci. Mais je vous avoue que ça n'a pas du tout été simple. Après ça, évidemment, ça a été que des galères. J'ai vraiment été challengée là au cours des derniers mois parce que forcément, si tu fermes une boîte, tu ne peux plus facturer. Et pareil, on m'a dit pendant un appel, le changement de statut hyper rapide. Ça prend des semaines et des semaines. J'ai plus de rentrée d'argent pendant quasiment 2 mois. Tout a été extrêmement long en fait pendant cette période entre le bilan et la fermeture. Il s'est passé 2 mois, ce qui a fait que tout était long. J'ai pas pu facturer. J'ai dû réemprunter de l'argent pour fermer la boîte parce que ça coûte 1 500 € de fermer une boîte. Waouh, ça a vraiment été hyper intense. Mais ouais, la situation fait qu'aujourd'hui, ça s'est fait. Et maintenant, je repasse en micro-entreprise. C'est vrai qu'on peut venir se questionner de pourquoi est-ce que je fais toute cette vidéo. Là, je vous ai expliqué en littéralement 2 minutes la situation et on aurait pu s'arrêter là. Le truc, c'est que, comme je disais avant, l'essence même de cette chaîne YouTube, c'est de donner des conseils autour de l'entrepreneuriat. Et le fait d'avoir échoué, ça remet beaucoup en perspective, enfin du moins moi je le fais moi-même, ça remet beaucoup en perspective ma légitimité à donner des conseils sur Internet et ma légitimité dans ce métier. Ma chaîne YouTube, même si des fois il y a des choses qui sont beaucoup plus légères, où je ne vais pas forcément parler d'art ou d'entrepreneuriat, il y a quand même ce socle qui est parler de l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet sur lequel j'ai envie d'aider, sur lequel j'ai envie de donner des conseils. Et en fait, ne pas maîtriser le sujet
qui est le sujet principal de ta chaîne YouTube, bah, c'est quelque chose que j'assume pas en fait. J'assume pas le fait de donner des conseils alors que moi-même, j'ai pas réussi. C'est pour ça que je fais cette vidéo qui est très certainement très longue. Je pense que ça va être un de mes objectifs des prochains mois, de réapprendre à avoir confiance en moi. C'est pas la première et c'est pas la dernière. Il y a plein de gens qui se sont cassés la figure dans ce milieu. Et ensuite, on repart et on fait d'autres choses. Mais ouais, j'ai du mal. Aujourd'hui, je me sens plus du tout légitime à faire mon activité sur YouTube comme j'ai pu la faire avant. Et je vais essayer de prendre confiance en moi et de continuer. Et je pense aussi que j'ai ce rapport assez conflictuel à l'argent, de me dire, tu sais, je vais bientôt avoir 30 ans et à cause de cette aventure, j'ai pas un rond de côté, j'ai plus d'argent, je dois de l'argent à droite et à gauche. Et j'ai très honte de ça. J'ai vraiment très honte parce que je pense que j'arrive dans un âge un peu charnier aussi où il y a des gens autour de moi qui commencent à avoir des familles, qui commencent à acheter. Et moi, je suis un peu dans ce truc de waouh, je me suis plantée en fait. Alors qu'une fois de plus, il n'y a pas de course en fait dans la vie. Tu vas avoir de l'argent à n'importe quel moment de ta vie. Tu peux monter des business à n'importe quel moment de ta vie. Tu peux te faire licencier à n'importe quel moment de ta vie. Pareil, tu peux changer de voie à n'importe quel moment. Il faut juste que j'arrive aussi à assumer cette sorte de course contre la montre en me disant c'est pas grave en fait d'arriver dans sa trentaine et d'avoir fait une mauvaise expérience. C'est pas forcément d'avoir d'argent de côté. Si ça se trouve... Franchement, cette année, à l'heure à laquelle je vous parle, marche vraiment très bien d'un point de vue chiffre d'affaires. Si ça se trouve, à la fin de l'année, tout est rentré dans l'ordre et j'ai de nouveau de l'argent de côté et puis la vie peut continuer. Mais c'est plus une sorte de thérapie aussi, cette vidéo, je pense, pour moi. Aujourd'hui, la suite, c'est retourner en micro-entreprise pour moi. C'est vrai que vous pouvez peut-être vous questionner du fait que je vis à l'étranger. Pourquoi est-ce que j'ai pas une structure qui soit rattachée au pays dans lequel je vis ? Tout simplement parce que j'ai encore des choses à payer en France à l'heure à laquelle je vous parle. Et pour moi, je préférerais d'abord terminer ce chapitre d'entreprise une fois que j'aurai fini de payer toutes mes cotisations sociales, une fois que tout sera enfin recalculé. Bref. Une fois que tout ça sera fait, je pourrais potentiellement envisager un statut que je connais pas. Du fait d'avoir déjà vécu un premier échec dans une structure que je comprenais pas et que je connaissais pas, j'ai très peur de retenter ça dans un autre pays. Donc je préfère retourner à une structure que je connais, me stabiliser, remettre un peu d'argent de côté, être vraiment au clair par rapport à tout ce que j'ai pu faire en France. Et à partir de là, oui, potentiellement, on pourra recréer une structure dans le pays dans lequel je vis. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu trop dangereux. Je pense que c'est le moment de la vidéo qui est très certainement le moment le plus joyeux parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment de bonne humeur. Je vous retrouve pour vous parler de mes objectifs, comment est-ce que je vois l'avenir, qu'est-ce que j'ai décidé de mettre en place et quelles sont un petit peu mes nouvelles résolutions dans cette nouvelle année en tant qu'entrepreneur avec mon nouveau statut qui est désormais la micro-entreprise. Tout d'abord, on va recommencer sur des bonnes bases. Donc pour cela, une des choses que je vous recommande de faire, alors ça que vous recommencez à zéro ou pas, que vous soyez indépendant ou pas, ça va être de venir faire une liste de tout ce que vous dépensez tous les mois afin de savoir combien d'argent vous avez besoin pour vivre. Je sais que c'est quelque chose qui peut être assez effrayant. Moi, je l'ai pas fait pendant des années parce que je me disais, j'ai pas envie de me retrouver face à la réalité. Sauf que la petite dame ici a sans doute vécu dans le déni pendant quelques années et elle n'a pas réalisé qu'elle dépensait un petit peu plus que ce qu'elle gagnait. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, ça m'aide beaucoup. Il suffit de prendre un fichier Excel ou même moi je le fais sur Milanote qui n'est pas du tout l'application adaptée pour ça. Mais en tout cas, voilà, je fais vraiment la liste de tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je dépense. Déjà, ça permet de faire le point sur ce qu'on dépense à l'heure actuelle. Vous avez très certainement des abonnements dont vous n'avez pas besoin. Ça vous permet aussi de vous re-questionner sur, même si c'est parfois par rapport au logiciel. Moi, je sais que je paye des abonnements pour des logiciels que j'utilisais 1 à 2 fois dans l'année. Et je me suis dit, en fait, Luisa, tu peux trouver des alternatives que tu vas utiliser 1 ou 2 fois dans l'année qui sont gratuites et t'as pas besoin de payer un abonnement. Des trucs tout simples, par exemple, en ce moment, j'ai pas de vélo, donc je prenais les vélos, vous savez, en libre service. Et au lieu de prendre un abonnement, je le payais à chaque fois. Et au final, ça me coûtait 3 fois plus cher. Alors que si je prends un abonnement, ça me revient beaucoup moins cher. Plein de petites choses comme ça qui vous permettent d'économiser de l'argent. Pareil pour mon forfait téléphonique, j'ai changé
de forfait et je me retrouve à économiser 20 € par mois, ce qui fait à la fin d'année plus de 200 €. Donc vraiment, faites ça, je vous invite à le faire et à partir de ce moment-là, surtout si vous êtes indépendant, vous savez quel est le minimum de chiffre d'affaires sous lequel vous ne devez absolument pas descendre et ça peut être une sorte de motivation tous les mois et moi personnellement, c'est ce que je vais faire. Donc ça, c'est le premier point qui est assez important. Le deuxième point, c'est que je recommence à zéro aussi en matière de comptabilité, en matière de banque. Et c'est là que le partenaire de cette vidéo intervient. Là, je vais vous parler de l'offre Propulse du Crédit Agricole. Pour ceux que ça intéresse, Propulse, c'est le compte pro 100% en ligne du Crédit Agricole. C'est une application sur laquelle tu vas pouvoir retrouver des outils de gestion intégrés, comme par exemple le fait de faire des devis et des factures. C'est vraiment hyper pratique parce que c'est vrai que moi, ça fait des années que j'utilise des applications de ce type et honnêtement, je vous le recommande. Je reviendrai pas du tout en arrière par rapport au fait de faire moi-même mes propres factures. J'ai eu une sorte de... Je sais pas si tu sais le terme, c'est une carence, il me semble, entre effectivement la fermeture de ma boîte et le nouveau statut, ce qui fait que j'ai recommencé en fait à facturer avant d'avoir créé mon compte sur Propulse. Et j'ai recommencé en fait à facturer en faisant moi-même mes factures dans un document Word assez classique. Et honnêtement, je recommande pas, j'aime vraiment pas. Je préfère 1000 fois les outils qui sont automatisés parce que ça te permet... je trouve ça beaucoup plus pratique en fait. Ça te permet que tout soit sauvegardé au même endroit. Ça te permet d'avoir une numérotation où tu risques pas de faire d'erreurs. Il y a également la gestion des notes de frais. Par exemple, si vous avez une société et que vous faites des achats, vous pouvez prendre en photo vos tickets de caisse. Personnellement, ça va pas me concerner, du moins pour le moment parce que je retourne en micro-entreprise. Sachez que l'application peut être connectée à des logiciels comptables comme par exemple Indy, dont d'ailleurs on m'a beaucoup parlé. Si jamais cela vous intéresse, il existe 2 offres. Il y a la première à 8 € hors taxe par mois, puis la suivante à 17 €. Et il faut savoir que celle de base est déjà relativement complète, surtout si vous êtes en micro-entreprise, ça va vous suffire largement. Dans tous les cas, moi je suis très contente de recommencer sur des bonnes bases par rapport à ça. Vraiment, l'objectif pour cette nouvelle entreprise, c'est vraiment less is more. Avoir peut-être moins de choses, moins d'applications à droite et à gauche. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc ça, c'est effectivement le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement reprendre confiance en moi. C'est-à-dire apprendre que, ok, ça arrive à tout le monde, tu peux avoir un échec. Ça suffit. D'ailleurs, je pense que cette vidéo, ça va être la dernière de cette série. Je n'ai pas vraiment fait de série, mais je l'ai évoqué plusieurs fois que c'était compliqué. Et je pense que ça va être la dernière vidéo comme ça. On clôture ce chapitre et on recommence sur de nouvelles bases pour cette année. En tout cas, reprendre confiance en moi. C'est vrai que par exemple, je n'ai pas forcément remis à jour ma boutique en ligne. Je dessine plus sur Instagram en ce moment parce que j'ai très peur de l'échec. Ça m'a un peu traumatisée. En vrai, cet échec, tant ça a été psychologiquement dur. Enfin, vraiment, les gars, c'est horrible d'être sous l'eau et de s'en sentir seul dans l'administratif, d'avoir personne pour t'aider, en fait. Et plus pouvoir s'en sortir financièrement, je recommande absolument pas. Mais du coup, j'ai trop peur en fait que ça m'arrive sur d'autres points. C'est pour ça que j'ose pas publier des nouveaux dessins. C'est pour ça que j'ose pas refaire des nouveaux produits. J'ai trop peur, par exemple, tu sais, de faire des nouveaux produits, que ça marche pas, que les gens les achètent pas. Et je suis terrorisée vraiment de l'échec. Donc il faut que j'apprenne à reprendre confiance en moi. Et après, l'objectif, c'est que j'aimerais beaucoup à nouveau travailler sur ma boutique en ligne. J'aimerais proposer des nouveaux produits et j'aimerais un petit peu sortir du print. Pour le moment, je fais majoritairement des prints parce que c'est beaucoup plus simple à expédier depuis l'Allemagne. Mais je me dis que potentiellement, je pourrais me faire aider en France par exemple, mes sœurs qui pourraient m'aider si je fais des petites séries. Et je pourrais des fois faire des drops lorsque je rentre en France et on pourrait travailler ensemble. Et ça me permettrait de faire vraiment des objets. Donc ça, c'est mon objectif pour cette nouvelle année. Prendre confiance en moi et sortir des choses que je ne sortirais pas forcément. Également, reprendre confiance en l'illustration et dessiner en fait. J'aimerais beaucoup me remettre au dessin et ne pas avoir peur en fait de publier à nouveau et par la même occasion avoir des projets d'illustration. D'ailleurs en ce moment je suis contactée par plein de projets d'illustration et c'est trop chouette et je pense que je vais essayer de remettre le pied là-dedans et que ça va me faire beaucoup de bien. J'aimerais aussi être plus active sur YouTube.
je réalise en fait que YouTube, c'est une de mes sources de revenus principales à l'heure à laquelle je vous parle, notamment via les partenariats. Et en fait, je me dis que ça pourrait être chouette de voir YouTube comme mon métier principal. Comme ça, je mets toute mon énergie dedans et ensuite voir l'illustration peut-être comme quelque chose de secondaire, ce qui me permettrait de mettre moins d'importance à l'illustration et d'avoir moins de pression. Aujourd'hui, j'ai tellement peur en fait de me louper en illustration que je fais plus du tout. Alors que si je me dis en fait, Fusa, au pire, tu te loupes en illustration, tu gagnes pas d'argent et c'est pas grave, bah ça me permettrait d'être à nouveau maxi créative, un peu comme si YouTube, ça serait mon boulot alimentaire et à côté, j'aurais l'illustration juste pour le fun. Donc je vais essayer de travailler là-dessus cette année pour pouvoir à nouveau reprendre confiance en moi et dessiner. J'ai ma petite liste devant moi. Effectivement, un autre truc aussi, je reviens vite fait par rapport à l'argent. Désolée, je fais un retour en arrière. Mettre un petit peu plus d'argent de côté tous les mois aussi par rapport à effectivement ce que je dois payer. C'est-à-dire que là, à l'heure à laquelle je vous parle, je vais payer à peu près 22% de cotisation sociale, sauf que l'objectif pour moi, ça serait de mettre 25% de côté pour avoir de l'argent pour payer la CFE à la fin d'année et pour que ça m'arrive plus en fait d'avoir des choses qui me tombent dessus et que je sois pas prête à les payer. Je sais qu'on est dans des métiers qu'on va potentiellement sous-considérer. Déjà, il faut voir comment est-ce que la création est si peu considérée en France. C'est hyper intéressant de voir comment est-ce que on est très peu payé. On fait partie de ces métiers, on doit tout le temps brader nos prix, on doit tout le temps justifier nos prix, on doit tout le temps éduquer au sujet de nos prix. C'est un côté très... personnellement, plus j'avance en fait dans l'âge, plus je trouve que c'est un côté très déprimant, honnêtement, de voir ça. Encore la semaine dernière, j'avais un call pour un projet potentiellement pour une illustration à destination un petit peu de publicité. Et lorsque je voyais les budgets, je l'ai dit pendant le call, j'ai dit, vous me demandez de faire 3 métiers pour ce projet et vous trouvez ça normal de payer si peu. Un de mes derniers projets que j'ai fait, j'ai été payée 10 fois moins que ce que je devrais être payée et je l'ai fait parce que ça m'apporte de la visibilité. C'est très dur en France d'être créatif. Je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais c'est vraiment très dur parce que tu es si peu considéré. Et je pense que le fait d'avoir si peu de considération, on met pas les mêmes enjeux que d'autres métiers. Lorsque j'ai décidé de créer ma boîte, je n'ai jamais pensé par exemple à faire un plan sur les futures années. J'ai jamais pensé à faire une projection, je me suis jamais posé toutes ces questions parce qu'on nous le dit pas, tu vois. Genre un artiste, il y a un peu ce cliché de l'artiste qui sait pas gérer sa compta, qui sait pas combien est-ce qu'il vend ses prestations, l'artiste qui sait pas se vendre, l'artiste qui vit seulement de sa passion et qui du coup ne gagne pas d'argent. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est que peu importe où vous en êtes, n'hésitez pas parfois à vous poser à nouveau sur votre situation actuelle et faire des projections dans les prochaines années parce que ça te permet d'apprendre beaucoup et ça te permet aussi d'éviter de faire des erreurs comme moi j'ai pu les faire. Dans cette aventure entrepreneuriale, j'aurais aussi appris le fait de ne pas avoir honte de demander lorsqu'on ne sait pas faire. Je pense que je m'étais convaincue que je maîtrisais tout aussi parce que y a un côté... En fait, j'avais l'impression peut-être que j'étais plus prise au sérieux si je prétendais que je comprenais et que je connaissais tout. Sauf qu'en fait, on commence tous avec différentes cases de départ dans l'entrepreneuriat selon tes études, selon ton parcours, selon le fait de si tu as déjà été salarié avant, si ton poste au sein de l'entreprise. Il y a tellement de choses qui font qu'il y a des compétences qu'on peut avoir et des compétences que d'autres personnes ne peuvent pas avoir. Et moi, la comptabilité, je l'ai jamais eue et aujourd'hui, j'assume à 100% de ne pas être capable de faire une comptabilité. Et je pense que j'aurais dû assumer ça plus vite, de me dire qu'en fait j'y arrive pas. Et ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. N'ayez pas honte de demander de l'aide et n'ayez pas honte d'assumer que vous savez pas faire des choses dans votre société. C'est pas un échec que de ne pas savoir faire une partie de son entreprise. Je pense que je suis pas trop mauvaise. Enfin non, même je me débrouille très bien en vidéo YouTube, en montage, en plein d'autres choses, en illustration. Mais non, la comptabilité, c'est pas pour moi et c'est normal parce que j'ai jamais eu de formation et parce que ça m'intéresse pas tout simplement. Donc n'ayez pas honte de demander de l'aide et vraiment ça n'enlève pas votre valeur en tant qu'entrepreneur s'il y a des choses que vous savez pas faire. Mais ça, ouais, je pense vraiment que ça a été le plus grand enseignement que j'ai eu au cours des
des derniers mois. Et est-ce qu'il pleut, les copains? Il pleut. Ouais, il pleut, c'est nul. Une autre chose que j'ai apprise, et c'est un conseil que j'ai envie de vous donner, n'ayez pas peur de repousser certains projets si vous ne pensez pas avoir les capacités de le réaliser à l'heure actuelle. Je voulais aussi vous parler d'un point qui est selon moi hyper pertinent et qui a été beaucoup re-questionné au cours de cette année, c'est mon rapport à l'ambition. Je pense que je me suis beaucoup comparée pendant cette année en me disant que j'étais quelqu'un qui était beaucoup moins ambitieuse. Après toute cette aventure, je finis par réaliser que les choses qui sont vraiment importantes pour moi, ce sont mes proches, c'est ma vie telle que je l'ai à l'heure actuelle. Et effectivement, gagner de l'argent, mais peut-être plus gagner de l'argent comme j'aurais voulu en gagner il y a quelques années. Il y a quelques années, j'étais vraiment dans cette culture du travail, dans cette culture de la récompense par son travail, je dirais. Et le fait de vouloir gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Tu vois, avoir un peu ces modèles très classiques de je commence par une petite structure comme la micro-entreprise, puis après je vais créer une plus grosse structure, puis ensuite je vais penser à de l'embauche, et ensuite je vais me viser des chiffres d'affaires, enfin des objectifs de chiffre d'affaires qui vont être vraiment très élevés. Aujourd'hui, je me retrouve en fait un peu à des années-lumière de ces problématiques parce que ça m'intéresse plus du tout. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est important dans ma vie, c'est d'avoir plus de temps pour moi, pour ma passion, par exemple du dessin, et pas forcément une passion que je vais monétiser, juste dessiner pour moi, passer du temps avec mes proches, avoir la possibilité effectivement de faire des choses comme aller dans des restaurants, dans des cafés, voyager, enfin faire des beaux achats. Oui, j'aimerais un autre appartement, enfin toutes ces problématiques, mais pas être dans cet objectif entrepreneurial comme j'ai pu y être dedans pendant des années. Ça me questionne beaucoup parce que j'ai la sensation que je me sens un peu nulle et que je me sens sans ambition quand je rencontre d'autres entrepreneurs qui sont vraiment dans cet objectif de vouloir créer des grosses structures, vouloir viser, je sais pas moi, le million de chiffre d'affaires, ce genre de choses. Moi, je suis un peu dans ce truc où je me dis, en fait, si toute ma vie, je reste sous le seuil de chiffre d'affaires de la micro, mais qu'à côté, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour les choses qui sont importantes, ça me suffit largement, en fait. Et est-ce que vous pensez que ce n'est pas avoir d'ambition ? Je suis curieuse d'avoir votre retour d'expérience par rapport à ça. En tout cas, c'est la première fois depuis des mois maintenant que je suis confiante pour la suite. Je reprends un petit peu de couleur dans ma vie, j'ai envie de dire. Et je suis très contente de continuer quand même en tant que freelance et je suis pleine d'espoir pour pouvoir sortir de cette situation. Les choses ne pourront que aller vers le positif. Mais sachez que c'est pas forcément évident pour moi aussi de sortir ces vidéos parce que c'est beaucoup de pudeur, c'est des grandes sommes qui sont évoquées et c'est surtout le fait d'évoquer que j'avais pas forcément toutes les clés à un moment donné de ma vie pour pouvoir gérer quelque chose. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je voulais aussi remercier Propulse de sponsoriser cette vidéo. On va faire une série ensemble de différentes vidéos autour de l'entrepreneuriat. Et pour moi, c'est important d'avoir des partenaires qui me permettent du coup une rémunération par rapport à mon métier, mais aussi qui peuvent avoir une potentielle relecture sur des sujets qui sont aussi importants que l'entrepreneuriat afin que je fasse pas trop d'erreurs non plus dans mes vidéos. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour parler d'entrepreneuriat. Et si je parle pas d'entrepreneuriat, on parlera de choses vraiment très fun sur cette chaîne, mais je suis contente parce que je pense que les choses n'iront que vers le positif et j'ai super hâte.